effet, ce qu'on veut, c'est que on cherche une dérivée par rapport, par exemple, à i de la fonction cx sur cz à la puissance 3,5. Donc l'idée, c'est de prendre la fonction, alors je ne vais pas l'appeler f, sinon on va prendre, c'est une fonction g, donc ln de g, ce sera ln de cx moins 3,5 de ln de cz. Maintenant, je différencie, donc j'obtiens dg sur g, c'est d de cx sur cx moins 3,5 de d de cz sur cz. Et si on cherche quand est-ce que dg est nul, par exemple dg sur di est nul, dg est nul, c'est-à-dire que ceci est égal à 0, et vous tombez sur la relation, donc dcx sur cx égale 3,5 de dcz sur zz, ou si vous voulez dcz sur dcx, qui est égal à 2 tiers de cz sur cx. Voilà le point de la polaire qui vous permet d'avoir la puissance minimale. Alors, sur la polaire, donc cz sur cx, à nouveau c'est la finesse, et il faut que la pente, ça c'est la pente, d'un point de la polaire. Puisque la polaire c'est cz en fonction de cx. Donc dcz sur dcx, c'est la dérivée de la pente. Donc si on retrace la polaire avec son allure qu'elle avait comme ceci, ici cz, ici cx, il faut trouver un point tel que alors la finesse multipliée par 2 tiers soit égale à la pente. Donc la pente doit être 2 tiers de la finesse. C'est-à-dire, alors, mettons, si je prends un point qui est là, la finesse, c'est cette pente-là. Ça, c'est cz sur cx. La tangente de cet angle, c'est cz sur cx. Et ici, il faut que la dérivée, la pente de la dérivée, donc la tangente à la courbe en ce point, c'est un angle alpha prime, tel que tangente alpha prime, ben c'est dcz sur dcx. Donc si cette pente-là est égale aux 2 tiers de la finesse, vous allez trouver le bon point. Vous voyez que le point de finesse maximum ne convient pas, puisque la pente et la finesse sont égales à ce point. Il faut aller un petit peu plus haut pour que la pente de la courbe soit un peu plus faible que la finesse. Et vraiment 2 tiers, beaucoup plus que 2 tiers de la finesse. Voilà. D'autres questions ? Sur cet écoulement-là ou sur d'autres précédents. Cylindre, notre couple, par exemple, il serait disposé dont l'axe serait orthogonal à l'écoulement. Ça serait le rectangle dans ce cas-là. Quand vous projetez le cylindre, c'est un cylindre droit, vous le projetez dans un plan et vous le projetez orthogonalement à la direction de l'écoulement. Donc vous obtenez en effet un profil rectangulaire. Donc la longueur, voilà le diamètre du cylindre.
attention, pour l'aile d'avion, ce n'est pas du tout le mètre cube. C'est la surface à l'air. Tout dépend si le solide est profilé ou pas. S'il est profilé, on prend plutôt la surface qui correspond à la surface en contact avec l'air, au moins la moitié. Et pour un objet qui n'est pas profilé, c'est le mètre cube. Alors on va aborder le dernier chapitre de physique des fluides. C'est un chapitre où on va manipuler les grandeurs physiques à travers des bilans d'énergie, de force, de quantité de mouvement, de toutes sortes de grandeurs extensives, et montrer donc des effets intéressants d'interaction entre le fluide et les parois ou des solides en contact avec ce fluide. Dans le cours que j'ai mis dans le box, j'ai mis pour illustrer ce chapitre qui s'intitule « Bilan macroscopique ». Vous avez peut-être déjà vu des images de gens qui s'élève au-dessus des eaux avec un système de jet d'eau envoyé vers le bas. Vous avez une arrivée d'eau à un débit suffisant et l'eau est rejetée vers le bas et la personne qui se trouve dessus peut monter. Quel est le principe de fonctionnement? Je ne sais pas si c'est un nom précis d'ailleurs. Et tu en as fait peut-être déjà? Quel est le principe? Comment ça marche? Comment on peut s'élever en système d'arrivée d'eau? Comme ceci. Alors, on dévie l'eau, l'eau est ascendante et après elle est descendante. Elle est rejetée à grande vitesse vers le bas. Et le tout s'élève. Pourquoi? Au moins qualitativement. Parce que, pardon? Alors, action et réaction de quoi? Entre quoi et quoi? Donc il y a une force ascendante qui est exercée. Alors, oui, il y a une force par réaction et réaction, il y a une force vers le bas. Bon, c'est l'idée. Alors, mais on pourrait vous dire, oui, mais attention, pourquoi est-ce que ce qu'on rejette vers le bas, on peut comprendre qu'on se déplace vers le haut quand on jette un objet vers le bas, mais il y a aussi l'eau qui monte. On pourrait raisonner au sens contraire, mais si l'eau monte, on descend. Est-ce que les deux se compensent ou pas? En pratique, non. Il ne faudrait pas accélérer ce qu'on rejette. Voilà. Il y a une question de vitesse. Oui, les vitesses du fluide, c'est le même fluide, bien sûr, c'est toujours de l'eau, mais les vitesses sont certainement différentes, ce qui permet donc d'avoir une non-compensation des deux effets, de l'eau qui monte et de l'eau qui descend. Alors, avec les bilans quantitatifs que l'on va établir, on pourra répondre à cette question, voir dans quelles conditions un effet se déplacer en jetant de l'eau. Donc on va commencer par, eh bien justement, dans ce système-là, vous voyez qu'il y a un système qu'on pourrait considérer comme le solide qui s'élève, mais il est parcouru par un fluide qui s'écoule. Et un fluide qui entre dans le système et qui en sort. Donc on sera amené à faire des bilans sur des systèmes ouverts. Et c'est ça le cœur du chapitre, c'est réaliser des bilans sur des systèmes ouverts, où de la matière, un fluide en l'occurrence, va entrer ou sortir. Nous, on sait traiter les théorèmes de la mécanique pour des systèmes fermés. On dit toujours, voilà, pour un système fermé, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Le premier principe de la thermodynamique, on l'applique sur un système fermé, etc. Et maintenant, nous, on veut passer à des systèmes ouverts. Donc, on va faire la transition, on va vous montrer comment on peut faire la transition entre les systèmes fermés et les systèmes ouverts.
Donc on va commencer par décrire justement des systèmes ouverts en écoulement, pour préciser qu'il s'agit bien de traiter le cas d'un fluide qui s'écoule à travers des parois, à travers des surfaces, et qui définiront des systèmes ouverts. Alors premièrement, on va définir ce qu'on appelle la surface de contrôle d'un système. Alors considérons un écoulement tout à fait quelconque. On verra après, on précisera, on mettra des conditions particulières, mais au début en tout cas, de manière très générale, un écoulement tourbillonnaire, turbulent, laminaire, tout ce que vous voulez. Un écoulement. Donc, formant un tube de courant, on va simplement lui demander à ce tube de courant d'avoir des parois fixes par rapport au référentiel d'étude. Ce n'est pas une restriction, puisqu'il suffit de se placer dans le référentiel de ces parois, supposé solide. Un tube de courant, deux parois fixes. Ces parois pourront être des parois matérielles, des vraies parois, ou bien simplement un tube de courant, on imagine, limité par, parce qu'on définit ce système dans une surface imaginaire, une surface mathématique. Mais pour fixer les choses, on va considérer que cet écoulement, on lui impose des parois et on lui impose de s'écouler justement dans les directions que l'on choisit. Donc typiquement, voilà, on va faire ce dessin-là. Entre un système d'écoulement ici traversé une certaine surface. Donc là, on peut imaginer, on peut matérialiser les parois du tube de courant. Ce sont des parois. Et on force l'écoulement. Là, c'est un écoulement interne, mais n'empêche d'avoir un écoulement externe, limitant à nouveau par la pensée un tube de courant. Là, on a des parois. Et le fluide donc est obligé de circuler entre ces parois. Là, je dessine des lignes de courant comme si c'était laminaire, donc vous imaginez quelque chose de turbulent. C'est simplement pour fixer les idées. Donc il y a au moins une entrée et en termes de sortie. Alors justement, il va falloir que l'on précise un petit peu. Donc le fluide entre et sort. Et la surface de contrôle va simplement définir une surface qui est formée de sa paroi par le tube de courant. Donc le fluide ne traverse pas ces parois, ne traverse pas les parois du tube de courant. Et deux sections fixes dans le référentiel des tubes. La surface de contrôle, ici, définira un volume fini entre les parois et deux sections, au moins deux sections, une section de sortie et une section d'entrée. Et cette surface, le sigma indice C, la surface de contrôle, donc, englobe un volume fini, sigma C, elle est formée donc d'un tube de courant fixe par rapport au référentiel d'étude et deux sections, un tube de courant et de deux sections. S indice E et S indice S sont sortis. Ici, une section E, ici une sortie. S pour la sortie. D'entrée et de sortie, respectivement. Donc le tout est fixe, tous ces points sont fixes dans le référentiel d'étude. Et donc le fluide traverse la section d'entrée et la section de sortie.
c'est la surface de contrôle. Mathématiquement, la surface de contrôle est bien une surface fermée, parce qu'elle englobe un volume fini. C'est aussi son intérêt parce qu'on pourra faire un bilan sur une quantité finie. Mais attention, pour nous, en physique, sigma c définit une surface qui sera qualifiée d'ouverte. Le système défini par ce qu'il y a à l'intérieur de sigma c est un système ouvert. Pourquoi? Parce que, par définition, il y a la matière qui entre à chaque instant et la matière qui sort à chaque instant. Donc le système défini par ce qu'il y a à l'intérieur de sigma c est un système ouvert. Remarque importante, bien avoir l'esprit. Le système matériel, le système défini par la matière à l'intérieur, la matière c'est le fluide en général, à l'intérieur de sigma c est un système ouvert. Et justement, pour décrire le fait que c'est un système ouvert, on va définir une vitesse d'entrée et une vitesse de sortie. Soit VE et VS, les vecteurs vitesse, à l'entrée et à la sortie respectivement. Alors pourquoi je dis là les vecteurs vitesse, donc la vitesse à l'entrée et la vitesse en sortie, parce que je suppose, ce n'est pas une grande restriction, que les vitesses sont uniformes sur les sections d'entrée et sur les sections de sortie. Au pire, on prendrait la vitesse débitante sur chaque section pour pouvoir parler de la vitesse. Donc hypothèse, VE est uniforme et orthogonale et normale à SE, et la même chose pour VS. Uniforme sur la section sortie, ce qui veut dire que les débits volumiques à l'entrée et à la sortie, séquence, si on parle des débits volumiques à l'entrée ici, alors les débits volumiques sont toujours orientés de telle sorte qu'ils soient positifs. Si on a le choix, on va le faire comme ça. dV, c'est le débit volumique entrant, alors dVE, et je vais appeler dVS le débit volumique en sortie, le lien S. Là aussi orienté de telle sorte qu'il soit positif. Donc j'oriente le débit volumique entrant vers l'intérieur du système et le débit volumique sortant vers l'extérieur du système pour qu'il soit positif. Conséquence, dVE s'écrira simplement, si la vitesse est orthogonale à la section et uniforme sur la section, quelle est l'expression du débit volumique? C'est simplement le produit de la section par la vitesse. C'est le flux de la vitesse sur la section, donc c'est simplement le produit de la section par la vitesse. SEVE, et même chose, DVS, SNSS, VS. Et qui sont tous les deux positifs. On verra si à un moment donné, on doit orienter dans l'autre sens, on le fera, mais tant qu'on ne nous impose pas le signe, on parlera du débit sortant, tout le monde comprend, c'est le débit qui sort, le débit entrant, le débit qui entre. On va faire plus simple.
c'est l'existence justement de ces débits qui fait que le système est un système ouvert. Pour l'instant, on est, à part l'hypothèse qu'on a faite ici, tout le reste est très général. Ces débits-là, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Est-ce qu'il y a une relation entre le débit volumique entrant et sortant? Aucune, a priori. Tant qu'on n'impose rien sur le fluide ou sur l'écoulement ou quoi que ce soit, on ne peut rien dire. On pourrait très bien avoir un débit entrant très fort, un débit sortant quasi nul, voire nul. Donc ça veut dire qu'on comprime. Hein, si vous avez un compresseur d'air, ça, là c'est fermé, et vous avez un débit entrant sans avoir un débit sortant. Vous comprimez bien, simplement le fluide va être imprimé à l'intérieur. On peut avoir tous les cas de figure possibles. Bon, alors, c'est très bien de définir un système ouvert parce que simplement, vous voyez ici, c'est très. Quand on a un écoulement, on dit, bah voilà, j'ai une entrée, ça peut être. Cette entrée et la sortie peuvent être matérialisées parce que vous avez un système, une pompe, typiquement, une pompe avec une entrée et une sortie. Il paraît très naturel de définir le système comme étant le fluide qui est dans la pompe à un instant T. Mais, à partir du moment où vous voulez aller un peu plus loin et prédire le comportement de ce fluide, donc appliquer les théorèmes de la mécanique à ce fluide, si vous regardez dans ce qu'on a pour l'instant, c'est toujours sur des systèmes fermés. Donc il va falloir, on le disait tout à l'heure, faire un petit chapitre pour dire comment on passe du ouvert à fermé. Et une fois qu'on est ramené à des systèmes fermés, ben, tout va bien, on peut appliquer premier principe, second principe, théorème de la mécanique, du moment statique, tout ce que... Alors, eh bien, on va passer maintenant du système ouvert qui est dans la surface de contrôle CMC à un système fermé qui va nous permettre de faire un bilan, de se ramener bien sûr au système ouvert et tout de même de pouvoir appliquer les théorèmes qui, eux, sont établis pour des systèmes fermés. Donc, deuxièmement, on va parler du système fermé associé à la surface de contrôle à un instant T. Maintenant, l'écoulement du temps va avoir son importance. Ouais, je vais pas y penser. C'est bon, tout le monde avait copié. Allez. Donc, deuxièmement, système fermé. Associé à sigma C. Là aussi, on se permettra un peu certaines libertés quand je parle de la surface de contrôle où le système sigma C, c'est sous-entendu le fluide qui est à l'intérieur de sigma C. Un petit abus de langage, on dira au système associé à sigma C ou au système associé au fluide qui est dans sigma C à l'instant T. Comme c'est un peu long à dire, voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté, je pense. Donc le système fermé associé à sigma C à l'instant T. Eh bien, une définition. Admettons qu'à l'instant T, je considère que c'est toujours le fluide et la surface de contrôle que je définis précédemment. Donc une entrée et une sortie. La surface de contrôle, ici. Par définition, elle ne bouge pas. Le temps n'a aucune influence sur les points de la surface sigma C. Il a une influence sur ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, à l'instant T, je vais considérer un système qui est le suivant. On associe à l'instant T eh bien, sigma C à l'instant T, et tout ce qu'il contient, plus un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, c'est un petit élément de fluide à l'entrée. Pas n'importe lequel. On sait que le fluide se déplace à la vitesse VE à l'entrée. Eh bien, je considère un cylindre qui a la même section, donc sigma E,
section, et de longueur VE dt. Alors dt, il faut aussi se donner un élément de temps, une durée, qui sera aussi petite que l'on voudra. Donc on associe à l'instant t pour l'élément de temps, l'élément de durée dt, pour l'instant est fini, mais qui un jour tendra vers 0. Donc le système sigma c de t, le système qui est à l'intérieur de sigma c, et la petite quantité de fluide se trouve à l'entrée, qui est définie par le cylindre de section SE et de longueur VE dt. Donc sigma c de t plus le cylindre, donc SE VE dt, donc, et le fluide, sous-entendu, le fluide qui est à l'intérieur de ce cylindre. Le tout forme bien, ce que j'appelle sigma f à l'instant t, c'est-à-dire qui est enfermé dans la surface, qui définira un système fermé, voilà pourquoi le f, et le tout donc forme sigma f de t. Donc, sigma f de t, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a dans sigma c, comme ainsi ici, et qui englobe le petit cylindre dont je parle. C'est sigma c plus un petit quelque chose à l'entrée. C'est pas n'importe quel petit quelque chose, il est bien défini. Et il contient un peu plus de fluide que sigma c. Pourquoi? Parce que maintenant on va faire le raisonnement, non plus à l'instant t, mais à l'instant t plus dt. Quand cette petite durée que j'ai définie s'est écoulée. À l'instant t plus dt. Alors, c'est maintenant, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce cylindre-là. Le fluide qui est dans le petit cylindre bleu à l'entrée. Ça, il était là à l'instant t. Mais à l'instant t plus dt, il est où? Alors, il est entièrement à l'intérieur de sigma c. Parce qu'il a une longueur VE dt. Et comme il se déplace à la vitesse VE, pendant dt, il va parcourir la distance VE dt. Et donc les points du fluide qui étaient juste à la frontière à gauche vont se retrouver maintenant juste à l'intérieur de sigma c après la section. Donc c'est parce que je prévoyais que je ferais le bilan à l'instant t plus dt et que je considère donc le fluide qui va entrer dans le système pendant dt. Donc à t plus dt, le cylindre le volume SE VE dt, ah oui, je n'ai pas dit que c'était le volume, donc ça c'est le volume, cylindre, dt, est entièrement à l'intérieur de sigma c. Maintenant il fait partie de sigma c. Alors évidemment j'ai gagné un peu de fluide. Mais sigma c, pendant ce temps, on a aussi un peu perdu. Parce que j'ai prévu qu'il y a éventuellement une sortie à la vitesse vs. En revanche, le fluide qui était dans sigma f à l'instant t, comme f veut dire fermé, où se retrouve sigma f à l'instant t plus dt. Sa frontière maintenant a avancé ici de VE dt, mais tout à l'heure la frontière en sortie était là à l'instant t. Et à l'instant t plus dt, elle se retrouvera un peu plus loin à une distance vs dt. Donc, cette fois-ci, alors on va faire le schéma pour ne pas surcharger. À l'instant t plus dt, sigma donc ça c'est toujours sigma c qui n'a pas bougé, en tout cas sur ses frontières extérieures, mais
cylindre de longueur dsdt est sorti, avec une section donc, qui est égale à la section de sortie. Donc j'ai un nouveau cylindre, mais cette fois-ci en sortie. Et donc sigma f, qui contient, que j'ai entouré en jaune, on va respecter les couleurs, voilà sigma f à l'instant t plus dt. Comme j'ai défini un système fermé, il doit contenir le même fluide à ces deux instants. Et donc je suis obligé de l'accompagner à la fois à l'entrée et à la sortie. Sigma f ne peut pas être une surface fixe. Elle doit être souple et elle se déforme. Donc à l'instant t plus dt, sigma f de t plus dt est égal à l'ensemble de... c'est sigma, elle contient, sigma f contient toujours sigma c à l'instant t plus dt, plus le petit cylindre en sortie, donc le cylindre de volume qui est le produit, donc S indice S, V indice S, dt, c'est son volume, donc en sortie. Parce que pendant l'été, voilà, une partie du fluide qui était à l'intérieur de sigma c, maintenant se retrouve à l'extérieur. Et c'est cette quantité-là qui se retrouve à l'extérieur. Oui. BE est pas forcément égal à BS. Ah oui, non, les deux ne sont pas égaux. C'est pas les mêmes systèmes. C'est le même système, mais c'est pas forcément les mêmes volumes, les deux cylindres. Rien ne dit que c'est le même volume. Aucune... Ah, mais si, ça. Ça, c'est ça. Et ils contiennent le même fluide. Il est bien fermé. Sigma f a des frontières étanches, mais des frontières mobiles. Le fluide qui était là à l'instant t se retrouve là à l'instant t plus dt. Parce qu'avant, juste à l'instant t, ce qui va sortir était là. Le futur cylindre que je considère à l'instant t plus dt, il est là à l'instant t. Et celui qui était là à l'instant t, mais à l'extérieur de sigma c à l'instant t, se retrouve ici à l'instant t plus dt. Il y a un peu de fluide qui est entré, un peu de fluide qui est sorti. Et moi, je cherche une surface qui va se déformer au cours du temps, qui va accompagner le fluide, et qui se déplace de telle sorte qu'elle contienne toujours les mêmes particules de fluide. Voilà. Si une particule de fluide à un instant t faisait partie de sigma f, elle continuera de faire partie de sigma f à tout instant. Oui. Alors sigma c, il dépend du temps. Alors, c'est là que, je le disais tout à l'heure, j'avais fait un abus de langage. Je vous ai dit, la surface sigma c ne bouge pas. Donc, la surface, en tant que point mathématique de la frontière, ne bouge pas. Mais, si je dis que j'appelle sigma c tout le fluide qui est à l'intérieur, lui, il peut évoluer, la masse peut changer, l'énergie peut changer, sa température peut changer, sa pression peut changer, tout peut changer à l'intérieur. Donc, quand je dis de t, ça veut dire que les grandeurs ici associées au fluide qui est dans sigma c peuvent changer au cours du temps. C'est pour ça que je vous donne éventuellement une dépendance en temps. Qu'est-ce qui est les mêmes? Non, pas des mêmes volumes différents. Ah, si la vitesse était égale, mais il faudra que les sections soient les mêmes. Ah oui, bien sûr, oui. Ah si, si. Parce qu'ils peuvent emporter avec eux de l'énergie, ils peuvent emporter différentes formes d'énergie différentes, même si c'est le même volume. Il n'y a pas que le volume et la masse qui comptent pour le fluide. Il y a plein d'autres grandeurs physiques qui, elles, peuvent changer. Et pour l'instant, on laisse libre, on va dire, tous les paramètres peuvent changer. Voilà, l'essentiel, c'est de bien voir qu'on a défini une surface fermée qui contient toujours les mêmes particules de fluide entre l'instant t et t plus dt. Et qui, à chaque fois, aux deux instants et pendant tous ces instants, contient aussi le système ouvert. Le système ouvert fait toujours partie du système fermé.
avez ça en tête, je veux dire, tout le reste sont les applications. L'essentiel est fait, le cœur. Voilà. On a un système fermé qui est associé à un système ouvert, et vous voyez, c'est ce bilan-là, cette constatation-là, qui va nous permettre de tout appliquer ce qu'on connaît sur les systèmes fermés au système ouvert. Eh bien, on va commencer par tout seigneur, tout honneur. En mécanique, la grandeur fondamentale, c'est la masse d'un système, et on peut faire un bilan de masse sur un système ouvert. On va commencer par dire que pour un système fermé, la masse, c'est constante. Par définition, c'est fermé. Toutes les particules de fluide faisant partie d'un système restent dans ce système, il n'y a pas d'autre. Donc la masse associée à ces particules, lorsqu'on les somme, va donner la masse du système qui est constante. Donc vous savez déjà, voilà, vous avez une loi de conservation de la masse pour un système fermé. Maintenant, pour un système ouvert, comment c'est pris la loi de conservation de la masse? Première application, parce que c'est particulièrement important, la masse elle accompagne toujours un fluide. Donc troisièmement, bilan de masse. Donc on sait que c'est même une définition d'un système fermé, on pourrait dire. Pour un système fermé, la masse M de ce système, la masse M est une constante. dm sur dt, bon, alors je mets mf pour un système fermé, dm sur dt égale 0. F faisant référence au système fermé qui a la masse mf. Bon, voilà. Pour un système ouvert, alors, eh bien, soit mf, la masse de sigma f, là aussi, et c'est l'abus de langage. C'est pas juste la surface sigma f, c'est tout ce qu'elle contient. Quand on dit le système associé à sigma f, la masse de sigma f. Donc, là, le sigma f qui est en jaune, il a une masse mf. Soit, maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est la masse du système ouvert. C'est m, alors je mets O en attendant pour dire ouvert, m de t, qui dépend a priori du temps, la masse du système, donc sigma c, le système ouvert que j'avais défini initialement. Donc c'est la masse à l'intérieur de la frontière rose à chaque fois. Donc, je refais le dessin, j'ai la masse m de t ici, alors je devrais faire en rose. M de t. Ici, j'ai m de t plus dt, je vais refaire le dessin. Et en jaune, en revanche, j'aurai la masse mf de t. Et ici, mf, c'est pas la peine de mettre mf de t d'ailleurs, je peux l'enlever tout de suite, puisque on sait que c'est la même à ces deux instants, puisque c'est un système fermé. Bon, pour l'instant, c'est juste des définitions. J'appelle m la masse de. Bon, bilan. Le bilan, il est écrit là. La masse à l'instant t, la masse mf, la masse de sigma f, c'est la masse de sigma c, puisque sigma f contient la masse m de t, f c'est m de t, plus la masse du petit cylindre de volume SE VE dt. Je dis que la masse de la partie en rose plus la masse du petit cylindre en bleu, c'est la masse de ce qui est enfermé dans la surface jaune. Et quelle est l'expression de la masse qui se trouve dans le petit cylindre? Je connais son volume. Son volume, c'est, on a dit, le produit de sa section, de la vitesse et dt. Ah, une fois encore, si j'ai le volume, la masse volumique. Alors, on la note mu ou rho? On avait l'habitude
importe, hein. De toute façon dans les ouvrages, certains l'intro, d'autres mu, tu trouveras les deux. Alors bon, attention, c'est la masse volumique à l'entrée. C'est la masse volumique du fluide à l'entrée. Mu, ça a l'avantage de masse volumique. Bon, à l'instant t plus dt, à l'instant t plus dt, je regarde mon système fermé à l'instant t plus dt. Par la définition, il a toujours la même masse. Et cette fois-ci, il est composé du système sigma c ouvert qui contient la masse. Ah oui, je pense que c'est O. Parce qu'en général, je n'utilise pas la notation O, j'ai insisté dessus. Donc s'il y a un M sans rien, vous mettez un O. Bon, il a la masse MO dt plus dt. Plus la masse du cylindre qui est sorti. Ce qui fait toujours partie de sigma f à l'instant t plus dt, ce cylindre. Mais il ne fait plus partie du système ouvert. Et là aussi, quelle est la masse du petit cylindre qui est sorti? Plus simplement la même chose, mais avec les indices en sortie. La masse volumique en sortie qui peut être différente de celle de l'entrée. Donc, fois la section, fois la vitesse, dt. Voilà. On a traduit la structure du système fermé à ces deux instants. Bon, pour le bilan, il suffit de faire la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là, membre à membre, pour obtenir quoi? D'un côté 0, puisque c'est la même masse MF. D'où, alors si on... Ça c'est la 2, ça c'est la 1. Donc si on fait 2 moins 1, normalement, on va aboutir à quoi? 0 égale MO de T plus dt moins MO de T plus OS SS VS dt moins ROE SE VE dt. Évidemment, on va diviser par dt et faire tendre dt vers 0. Pour obtenir 0 égale dMO sur dt, MO de t plus dt moins MO de t sur dt, plus OS SVS moins OE VE, ou encore, si on veut, le produit ici qui apparaît, les deux produits qui apparaissent. Alors déjà, on aurait pu écrire ici dVS et ici dVE. C'est tout à l'heure, c'est les débits volumiques. Mais il y a mieux ici, quand on les multiplie par la masse volumique, ça devient un débit massique. Donc là, c'est le débit massique D à l'entrée. Et là, le débit massif en sortie. Autrement dit, le bilan pour le système ouvert, dMO sur dt, en renvoyant donc dans c'est dME moins dM. Donc voilà l'équation. Ça, c'est l'équation de conservation de la masse pour un système ouvert. Il découle du système fermé. Oui. Oui, alors on avait déjà rencontré ça, en effet, parce que, sans le dire, on avait fait un bilan entre les débits entrants et les débits sortants. On avait fait le bilan en disant que la variation de masse qui est à l'intérieur, c'est ce qui entre, ce qui sort. Ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on retrouve exactement ça. L'interprétation est la même. La variation de la masse qui est à l'intérieur d'un système, c'est la masse qui entre par unité de temps, moins la masse qui sort par unité de temps. Donc c'est pas une nouvelle équation, c'est ce qu'on avait déjà utilisé quand on avait voulu passer à la notation locale pour la conservation de la masse. Vous vous rappelez? Après cette équation-là, on l'avait traduit en d rond mu sur d rond t plus divergence de JM égale 0. Là, on le retrouve ici.
Alors pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça pour retrouver ça? Parce que simplement, cette méthode-là est très générale. Ce qu'on a fait pour la masse, on peut le faire pour n'importe quelle grandeur extensive. Pas seulement pour la masse. Donc, je rappelle que les dm ici sont les débits massiques, entrée et sortie respectivement. Et maintenant, on peut chercher des cas particuliers. Donc, où dm et le débit massif. Respectivement à l'entrée et à la sortie. Alors, cas particulier maintenant, parce que ça, si on est en régime stationnaire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire régime stationnaire Pour l'instant, on n'a fait aucune hypothèse sur l'écoulement. Maintenant, je dis voilà, j'ajoute l'hypothèse régime stationnaire ou écoulement stationnaire. Il s'agit d'un écoulement. Comment cette dernière équation facile va-t-elle s'écrire? Régime stationnaire. Oui. Oui, ça c'est une conséquence, mais d'abord, oui. Ça, c'est indépendant du temps. C'est pour le système ouvert, attention. Donc, DMO pour le système ouvert sur DT égale 0. Et donc, on en déduit maintenant que donc, DME égale DMS. Alors, le débit en sortie est égal au débit en entrée, en masse, égale DM tout court. Donc ça sera important, parce que dès qu'on se passera en écoulement stationnaire, on pourra considérer que les débits massiques en entrée et en sortie sont les mêmes. Est-ce que tout le monde est convaincu que le régime stationnaire implique ça? C'est le système ouvert, c'est la quantité du système ouvert qui est constante, et pas le système fermé. Et ça sera vrai encore le jour où on utilisera autre chose que la masse. En régime stationnaire, la grandeur extensive associée au système ouvert est constante, donc sa dérivée est nulle. Pourquoi? Parce que justement, le système ouvert est défini entre des parois, entre des sections fixes. Donc j'explique ceci. La surface de contrôle, on s'était donné, donc je sais plus en quelle couleur c'était rouge. Donc comme sigma c est fixe, elle englobe un volume fixe lui aussi, dans le référentiel d'étude. Donc, par exemple, la masse dMO sur dt, la masse, c'est aussi d sur dt, une intégrale triple sur le volume v, de la masse, alors vous allez dire rho, pour des taux. Donc c'est aussi, puisque le volume est fixe ici, aussi l'intégrale de d rho rho sur d rho t, des taux, et ceci est nul en régime stationnaire. Les grandeurs locales ne dépendent pas du temps. Okay, c'était ça ce qu'on avait appelé le régime stationnaire, l'écoulement stationnaire. Et le fait qu'on puisse, vous voyez, la dérivée d'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée. Parce que les bornes de l'intégrale sont fixes. On ne pourrait pas faire la même chose avec sigma f. Sigma f n'a pas de surface fixe, et quand vous intégrez, le domaine d'intégration dépend du temps. Donc c'est pas, on ne peut pas basculer, on ne peut pas commuter l'intégration et la dérivation pour sigma f. et ρe seraient identiques. Et comme les débits sont les mêmes, si on divise par la masse volumique, on retrouve l'égalité des débits volumiques cette fois-ci. Dans ce cas-là, on aura aussi égalité des débits volumiques. Mais seulement si le fluide est homogène et compressé.
on verra à nouveau ces cas particuliers par la suite. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc voilà le principe de bilan qu'on va devoir faire pour toutes les grandeurs et qu'on attend aussi que vous fassiez. Pour toutes les grandeurs, masse, on va voir énergie, quantité de mouvement, mouvement cinétique, d'autres encore, s'il le faut. Donc on raisonne sur sigma c d'abord, mais on l'englobe dans un système un tout petit peu plus grand qui lui sera fermé. Et on se sert donc des propriétés du système fermé, puis ensuite on sait exprimer le système fermé en fonction du système ouvert. Et on aboutit donc à l'équation pour le système ouvert. Donc, c'était troisièmement, je crois, c'est ça. Quatrièmement, on va mettre juste une généralisation du bilan. Permettra justement, il faut chaque fois refaire ça, même si on aurait pu démontrer une fois pour toutes une relation. Si au lieu de la masse, j'avais une grandeur que je note grand G, une densité pour l'instant volumique, petit g indice B. Autrement dit, grand G pour le système ouvert et l'intégrale sur le volume B de tout à l'heure, le petit g indice B des taux. Alors pour grand G, ça peut être quoi? Ça peut être la masse, et la densité volumique, c'est la masse volumique. Eh bien, on aura, en reprenant exactement le même bilan, à l'instant T, on aura G indice sigma F qui sera égal à G pour le système sigma C à l'instant T, plus eh bien, la quantité de G qui est dans le petit cylindre à l'entrée, et donc on s'écrira GVE, donc SE, VE, DT, et à l'instant T plus DT, la grandeur G pour sigma F, alors là je peux mettre quand même le temps, parce que c'est pas forcément une constante, une grandeur qui dépend directement du temps, égale G pour le système sigma C à l'instant T plus DT, plus la petite quantité qui est à la sortie, donc avec tous les indices S, comme ceci. Et donc le bilan, on fait le bilan, donc la relation 2 moins la relation 1, donc on trouve que D de GF, D de sigma F, D de sigma F sur dt est égal à la variation de G en sigma C sur dt. Donc ça c'est pour le système ouvert. À gauche c'est pour le système fermé. Plus GVS, donc on va mettre GVS moins GVE DE. Toutes les fois, on va retrouver un bilan de ce type-là. La dérivée de la grandeur pour le système fermé est égale à la dérivée de la grandeur du système ouvert, plus un terme de sortie, moins un terme d'entrée. À nouveau, si vous remplacez G par masse, vous avez exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais maintenant, G, vous pouvez dire que c'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. La restriction, ça doit être une grandeur physique extensive. Qui peut s'écrire justement comme la somme de termes répartis sur le système. Ça peut être une énergie interne, ça peut être un moment cinétique, ça peut être une entropie, voilà, des grandeurs extensives. Et dans le cas de l'écoulement stationnaire, alors on va voir si vous avez suivi. Dans le cas de l'écoulement stationnaire, comment se simplifie ce bilan? Qu'est-ce qui disparaît? Les deux?
d'entre elles. On a 4 possibilités. Oui. Le système fermé, on ne peut pas déduire parce que vous avez dans le champ. Oui, on ne peut rien dire a priori du système fermé parce qu'il a des bornes ici, le volume pour le système fermé change. Donc même si à l'intérieur ça ne change pas, les bornes d'intégration changent. Oui. Juste une parenthèse. Imaginez qu'une fonction d'une variable x, une fonction f de x, qui ne bouge pas. Alors mettons, le graphe, et j'intègre entre deux bornes a et b. L'intégrale de a à b, donc de f dx. Si je change les bornes, si les bornes dépendent du temps, l'intégrale va changer. Alors que f, elle, peut être indépendante du temps. Donc c'est pour ça que là, je ne peux rien dire. En revanche, pour le système ouvert, il est défini sur un volume fixe, et si à l'intérieur, les grandeurs locales ne dépendent pas du temps, donc c'est ce terme-là, cette dérivée-là qui disparaît. Et c'est tout. Donc dans ce cas-là, il y aura dg de sigma f sur dt égale 0 plus, bien montré, donc GVS GVS moins GV2 stationnaire, donc c'est la dérivée du système ouvert, la dérivée par rapport au temps, de la grandeur associée au système ouvert qui est nulle. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à transformer G en toute une liste de grandeurs qui nous seront utiles par la suite. Et l'idée maintenant c'est d'appliquer les lois de la thermodynamique au flux d'un écoulement. Donc on aura besoin de bilan de grandeurs énergétiques comme l'énergie interne, l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique. Allez, on va juste commencer, au moins faire la liste de ce dont on va avoir besoin. Donc, application ou bilan thermodynamique, et on va se placer très rapidement dans le cas stationnaire. Donc, dans le dernier cas, donc grand 2, bilan thermodynamique stationnaire, en écoulement stationnaire. Thermodynamique stationnaire. Donc on va appliquer le premier et le second principe. Voilà, c'est ce flux d'un écoulement. Ensuite, appliquer les principes de la thermodynamique aux écoulements stationnaires. Et donc, les grandeurs fondamentales, d'abord. Extensives sont bien énergie interne U. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors j'ai dit il y a des grandeurs. Comme on a un fluide qui se déplace, l'énergie cinétique n'est pas forcément nulle et son bilan n'est pas nul. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle, en tout cas l'énergie potentielle de pesanteur, donc le fluide peut monter ou descendre. Oui, voilà, donc l'énergie mécanique du système, hein, EC plus EP, et éventuellement l'énergie interne, et aussi l'entropie, pour le second principe. Donc voilà, vous avez énergie interne, énergie cinétique, énergie potentielle, entropie.
peut construire, par exemple, l'enthalpie, énergie cinétique, énergie potentielle, ce sera essentiellement l'énergie potentielle de pesanteur, et entropie, et toutes les grandeurs dérivées, par exemple l'enthalpie, H, égale U plus PV, pression et volume, et aussi une grandeur extensive. On pourrait même aller jusqu'à l'enthalpie libre, si vous savez. Si on a un écoulement d'un fluide ou via une réaction chimique, on pourrait essayer de décrire la son enthalpie libre. Alors, ce dont on va avoir besoin, ce sont surtout les grandeurs locales, les grandeurs intensives locales. Alors, souvent, c'est vrai, la grandeur volumique, mais on préfère, et pour de bonnes raisons, les grandeurs locales massiques. Tout simplement parce que la masse, à nouveau, d'un système fermé se conserve, alors que le volume, il n'y a aucune raison de se conserver, même pour un système fermé. Donc, on va parler des grandeurs locales, et en particulier des grandeurs locales massiques. Mais finalement, on va voir que c'est très lié aux autres. Donc, les grandeurs locales massiques. Donc, on définit pour une grandeur G extensive. Alors, c'est pas forcément, c'est le G, mais c'est pas l'enthalpie libre. G pour une grandeur extensive. Donc densité volumique, que je vais noter petit g indice V, et on définit une densité massique. Alors on devrait la noter avec un M, G indice M, voilà, qui serait égal à, je prends l'unité de masse, ça serait GV, elle est proportionnelle à la densité volumique par unité de volume, et comme elle est par unité de masse, ça serait GV sur la masse volumique. Et donc, on a décidé de noter ρ, c'est GV sur ρ. En effet, GM, ça serait DG sur DM. Donc ceci DG sur D taux, fois D taux sur DM. C'est-à-dire GV sur ρ. Donc c'est simplement la masse volumique qui permet de passer d'une densité à une densité massique, donc c'est en part kilogramme. Bon, alors pour ne pas traîner le petit thème tout le temps, alors que c'est les grandeurs massiques que l'on utilisera, on les notera simplement petit g. Donc on a notation. Donc GM est noté G sans indice. Voilà, pour pas, parce que sinon le tableau sera rempli par des petits thèmes qui vont trajet tout. Donc on définira les enthalpies massiques, les énergies massiques. Voilà. Donc on en parlera lundi après-midi. Alors il fallait quand même que